Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de formation destinée aux traceurs de compétition de ski alpinisme. Alors au sommaire, nous allons commencer par voir pourquoi faire la trace, quels sont les ingrédients d'une trace de compétition, comment agit une équipe de traceurs. Puis dans une deuxième vidéo, nous verrons le balisage, les règles de l'art du balisage, à quoi il sert, comment on met tout ça en place, les zones spéciales, les aires de manip, la tenue d'un poste de contrôle, et puis dans une dernière vidéo, l'implantation d'une aire de départ et d'arrivée. Alors la première question qu'on va se poser, c'est pourquoi faire la trace? Faire sa trace en ski de randonnée, c'est beaucoup de plaisir, mais aussi beaucoup d'efforts pour celui qui fait la trace en tout cas. Une telle disproportion est impensable en compétition. Le sport implique donc un parcours à la trace, préparé à l'avance, afin de pouvoir proposer une confrontation équitable. La préparation de la trace permet donc l'équité sportive, mais c'est aussi le moyen de sécuriser le parcours en laissant à l'organisation plusieurs jours pour choisir l'itinéraire le plus adapté aux compétitions météorologiques et à la sécurité de la neige. Le compétiteur peut alors se concentrer sur sa performance. Ce n'est pas au compétiteur de s'occuper de l'orientation, de la nivologie ou de la météorologie, ce qui change par rapport à la pratique de loisirs. Les caractéristiques d'une bonne trace. De ces considérations découle une trace complètement préparée, presque luxueuse, avec les caractéristiques suivantes. Un choix de parcours adapté à la météorologie et à la sécurité neige, ce qui veut dire prendre attention non seulement au risque d'avalanche, mais aussi au risque de chute ou de glissade. Donc la réalisation de la trace a pour but non seulement donc de choisir un parcours au sens macro, un parcours adapté, mais aussi des passages adaptés. Donc dans une pente, on va plutôt passer à droite, plutôt passer à gauche, plutôt passer au pied d'une barre rocheuse, éviter de passer au sommet de falaise. Voilà, le choix des passages est aussi un élément important du traceur pour réduire les risques en cas de chute ou de glissade notamment. Une réalisation de la trace qui va faciliter la performance sportive, c'est une trace qui est stable, c'est-à-dire sur laquelle on ne va pas perdre son appui. Une trace qui est lisse, c'est-à-dire sans le bourrelet central, de manière à pouvoir glisser les skis le plus fluidement possible. Et donc une trace qui est assez large. Une trace de compétition, c'est aussi une double trace pour pouvoir doubler pendant les montées, en passant d'une trace à l'autre. Puis c'est un balisage adapté pour ne pas avoir à chercher son itinéraire. L'inclinaison d'une bonne trace. Les compétiteurs n'ont pas de cale haute. Le traçage s'effectue donc sans les cales hautes. L'inclinaison, en fait, c'est un compromis. Il faut être ni trop plat, sinon le compétiteur voudra couper la trace et en sortir dès qu'il en aura l'occasion. Ni trop raide, car l'effort va perdre en fluidité et il y a risque de décrochage, de dérapage avec les pots de phoque. L'inclinaison, la pente de la trace va donc dépendre de la qualité de la neige, de son accroche. Et c'est pas toujours facile parce que entre le jour du traçage, le moment du traçage et la compétition peut s'écouler du temps, les conditions peuvent changer et il va falloir anticiper cela pour faire une trace ni trop raide ni trop plate. Il ne faut pas oublier que les couteaux de ski n'existent pas en compétition. En cas de passage verglacé, il faudra passer à pied et éventuellement avec les crampons. Une bonne trace, c'est donc une trace large et sans bourrelet. Lorsque le traceur réalise sa première trace dans la neige fraîche, en fait on ne fait pas une trace mais deux traces, une pour chaque ski. Le but d'une équipe de traçage, ça va être d'uniformiser ce premier passage en aplatissant le bourrelet central. Pour cela, les rangs, les deuxième vague, troisième vague de traceurs vont agrandir un petit peu la trace et cela se fait par l'amont. On vient gratter un petit peu la neige qui est en amont du premier passage, à la fois de manière à venir ramener de la matière pour
stabiliser la trace existante et pour aussi, en se décalant, appuyer et casser ce bourrelet central qui est pas agréable, hein. Si on n'avait que ça à skier, pour les compétiteurs, ça fait un point de frottement, c'est pas agréable du tout. Donc on va casser le bourrelet central en agrandissant légèrement la trace par l'amont. On réalise une double trace pour pouvoir doubler tout simplement, hein, passer d'une trace à l'autre. Et cette double trace, elle doit être la plus parallèle possible. Alors cela demande au traceur de bien anticiper l'emplacement des conversions. Il faut avoir de la place. Ça demande d'anticiper pour contourner des obstacles en passant plus au large ou au contraire en imaginant de passer de part et d'autre. Cela demande aussi d'anticiper les variations de pente. Dans certaines situations, et notamment en tout début de course, 2 traces ne suffisent pas à étaler le flux de coureurs et il conviendra de prévoir un nombre plus important de traces, en particulier en cas de neige profonde. Alors, l'organisation d'une équipe de traceurs, en général, ça se fait de la manière suivante. En premier rang, on a un traceur, un leader technique, en fait, hein, on va dire le chef traceur, le leader technique, qui se focalise sur une trace, par exemple la trace de gauche, et qui va devoir choisir, il va prendre la responsabilité de choisir l'itinéraire et il va devoir anticiper la place de la seconde trace. En deuxième rang, on a à nouveau un traceur, donc quelqu'un qui vraiment fait la trace au sens premier du terme. Et son rôle à lui, ça va être d'anticiper les difficultés, éventuellement d'adapter son parcours en fonction d'un obstacle, d'une partie un petit peu plus raide, pour pouvoir faire son passage ou les conversions à l'endroit le plus opportun possible, en prenant bien sûr en compte la première trace, puisqu'il s'agit de faire toujours des traces les plus, entre guillemets, les plus parallèles possibles, en tout cas les plus symétriques possibles. Donc ces 2 premiers rangs, en général, sont décalés de quelques mètres. C'est bien de rester l'un à côté de l'autre, enfin l'un pas trop loin de l'autre. Ça permet aussi de demander des conseils, d'avoir un avis, de dire qu'est-ce que tu en penses, etc. En troisième rang, on va placer une personne, un skieur dans chacune des traces et leur rôle, ça va être avant tout de lisser, d'élargir la trace par l'amont, de lisser et d'aplatir ce fameux bourrelet central. Donc ce troisième rang, il peut être déjà assez en retrait, ainsi que le quatrième rang, qui va être à nouveau constitué de 2 personnes, et ces 2 personnes vont avant tout avoir un rôle de baliseur. Alors bien sûr, ils vont continuer à tasser, à élargir, à lisser la trace, mais ce sont aussi ces personnes qui vont, en général, placer le balisage. Puis voilà, donc avec cette équipe-là de 6 traceurs, on a le socle minimum, on va dire, pour faire une trace correcte. Bien sûr, si on est plus nombreux, 8, 10, 12, 13, 14, ça va permettre de mieux tasser la neige, de mieux agrandir et de l'agrandir plus facilement, plus naturellement la trace réalisée. Mais objectivement, voilà, à partir de 6 personnes dans une équipe, on fait déjà un bon boulot. Quand on est trop nombreux, après, il y a souvent un effet un peu pervers qui s'opère, l'effet de groupe. Déjà, on perd du temps. Puis ensuite, souvent, les gens sont un petit peu moins conscients du rôle qu'ils ont. Donc, le travail s'effectue plus par la masse que par une prise en compte réelle de la part des traceurs. Tout ça, ça nous amène à parler des distances de sécurité. Dès que la pente s'accentue, il est vraiment important de respecter des distances de séparation entre les traceurs pour ne pas emporter tout le groupe en cas d'avalanche. Le risque d'avalanche, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à prévoir. On peut se faire surprendre même dans des situations qui nous semblent assez coutumières, hein, en risque 2, en risque 3. On peut tomber sur un jour de malchance ou ne pas avoir décelé des indices ou ne pas les avoir pris en compte et provoquer une avalanche. Donc ce qui semble le plus important au niveau du traceur, c'est, bon, bien sûr, c'est de réfléchir, est-ce qu'une avalanche peut se produire, est-ce qu'il y a un risque de déclenchement, mais surtout c'est de se dire qu'est-ce qui se passerait si une avalanche se produisait à cet endroit. Est-ce que je serais emporté? Est-ce que je serais amené à sauter des barres rocheuses? Est-ce que je serais
Est-ce que je serai projeté contre des rochers, des arbres? Auquel cas, il faut peut-être adapter son itinéraire ou peut-être savoir renoncer. Et en tout état de cause, il faut éviter de faire embarquer tout un groupe de traceurs dans une seule coulée. Donc il faut mettre des distances de sécurité. On vient de le dire, les deux premiers rangs de traceurs, ils opèrent ensemble, mais les rangs 3, 4, les rangs 5, 6, ils peuvent vraiment appliquer des distances de sécurité significatives pour éviter d'embarquer tout le monde en cas de coulée. Et évidemment, éviter d'embarquer tout le monde en cas de coulée, ça va permettre d'avoir des personnes qui vont pouvoir intervenir immédiatement en secours, en recherche d'EVA pour sortir les personnes ensevelies de la neige. Alors, la question, c'est à partir de quand on applique des distances de sécurité, parce que c'est vrai qu'un groupe de traceurs, souvent c'est un groupe qui a un bon niveau, qui avance bien, qui a tendance à se regrouper. Discuter, c'est aussi plus convivial. Mais voilà, il faut bien se mettre en tête qu'à partir d'une certaine inclinaison de pente, on va automatiquement mettre en place des distances de séparation, de sécurité. Alors, il n'y a pas de règle écrite pour ça, mais ce petit graphique là vous indique bien que voilà, à partir de... Alors quand le risque est faible ou limité, hein, risque 1, risque 2, à partir de entre 30 et 35 degrés, on va mettre en place des distances. À partir de 35 degrés par exemple. Quand on est en risque 3, c'est à partir de 30 degrés d'inclinaison de pente que l'on mettra les règles, les distances de sécurité. Bon, par risque 4, il faudra encore avoir plus de marge. Alors moi je vous recommande, hein, cette grille, ce tableau il est très intéressant, je vous recommande d'ajouter encore un cran de sécurité, un cran de méfiance, de prudence. Si la pente est décrite dans le BRA, à titre personnel, la plus belle avalanche que j'ai déclenchée c'était par risque 2. Donc on était un petit peu on va dire, endormi par ce niveau de risque assez faible. Mais l'avalanche s'est quand même produite dans des pentes, dans une configuration de pente qui était malgré tout décrite dans le BRA du jour et sur lequel on ne s'est pas assez méfié. Voilà. Donc quand une pente est décrite, hein, soit parce qu'elle est dans l'orientation qui est dans le BRA, soit parce qu'elle est dans la configuration, par exemple près des crêtes ou à une altitude donnée, quand la pente est décrite dans le BRA, on rajoute une marge de sécurité. Alors faire la trace, c'est aussi respecter un écartement entre les deux traces. Cela pour ne pas se gêner avec les bâtons notamment. Alors pour cela, il ne faut pas des traces trop proches, mais il ne faut pas être trop éloigné non plus parce qu'il faut pouvoir passer facilement d'une trace à l'autre pour doubler par exemple. Au final, le bon écartement, c'est environ 1,30 m, 1,50 m hein, entre la double trace. Et cela correspond à une largeur de bâton. Donc on va mettre son bâton à l'horizontale entre les deux traces et ça va nous donner l'écartement nécessaire. Alors on va aussi réaliser des connexions pour pouvoir changer de trace facilement, excepté en neige vraiment dure. Hein. Ces connexions vont être placées dans les conversions pour former un dièse un petit peu tronqué. Et puis régulièrement, tous les 200 ou 300 mètres linéaires, on va ajouter des traces de connexion, de jonction entre la double trace. Dans les pas tournants, on fait un pas tournant à l'intérieur, là, entre les deux pas tournants. Et puis dans les conversions, on fait ce fameux dièse qui va permettre éventuellement de doubler au moment de la conversion. Pour les parties à pied, la technique de traçage va fortement varier selon la qualité de la neige. Alors dans les cas de neige profonde, je vais vous conseiller un premier passage depuis le haut, qui soit fait à pied ou en dérapage à ski, cela afin de nettoyer la croûte ou de nettoyer la neige poudreuse, la neige fraîche, pour réduire l'enfoncement des traceurs et donc des compétiteurs. Ensuite, la trace est reprise à la montée. Dans certains cas, des neiges dures mais un peu croûtées, les marches peuvent être réalisées avec la pelle. Ça fait vraiment du très bon travail. Hein. On fait un découpage là en 3 ou 4 coups de pelle. Ça permet de casser la croûte assez facilement et de faire un travail vraiment qualitatif. Dans tous les cas, il est important de supprimer le cloisonnement entre les marches. Il n'y a rien de pire pour les compétiteurs de devoir monter le pied plus haut que ce qu'il est nécessaire pour atteindre la marche suivante.
Donc on va tout faire pour casser les cloisonnements entre les marches. On va privilégier des marches courtes qui permettent de faire de petits pas à haute fréquence plutôt que de devoir allonger le pas dans des marches trop hautes. Enfin, on va essayer de décaler chaque pas de part et d'autre d'un axe central. Et ça va être bien plus agréable, surtout si les marches sont un petit peu élargies.